conceptuel. Les trois présentateurs seront moi, Steve et puis Martin qui est à l'arrière. Moi, je suis professeur à l'UQAM, Martin aussi, Steve est étudiant. Nous nous intéressons à l'éducation scientifique, au changement conceptuel, aux nouvelles technologies. Nous allons faire une présentation aujourd'hui qui est en fait en 2 temps. Parce que le titre que vous avez lu correspond en fait au titre d'une demande de subvention qui a été obtenue tout récemment. Mais le projet lui-même, il n'est pas encore démarré. Donc, vous allez avoir un aperçu de ce qui va être vécu dans les prochaines années. Il y a encore des parties dans la méthodologie qui ne sont pas bien arrêtées. On compte un peu sur votre input aussi pour de nouvelles idées. Mais pour mieux comprendre ce que sera ce projet-là, qui s'inscrit dans le sillage d'un autre projet que nous sommes en train de conduire actuellement et qui est quand même passablement avancé, celui-là. Alors, dans cette optique-là, je vais laisser Steve présenter ce qu'il est en train de faire, ce que nous sommes en train de faire dans l'étude en cours. Donc, Steve n'avait pas eu l'occasion encore de le faire, mais il va pouvoir parler de son projet de recherche à lui. Et puis, par la suite, dans un deuxième temps, je viendrai vous faire la description de la recherche qui va être tenue dans les prochaines années. Donc, Steve, tu m'as promis que tu ne prenais pas plus que 7 ou 8 minutes. C'est bon? 7 minutes. Donc, l'étude en cours utilise l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour étudier les processus de changement conceptuel en sciences. La question de recherche qui sous-tend ça, c'est quels sont les mécanismes cérébraux qui sous-tendent le changement conceptuel en sciences. Et la présentation va cibler seulement 2 choses. D'abord, quelles stratégies peuvent être employées pour étudier le changement conceptuel et quel type de tâches on utilise dans le contexte de notre recherche. Donc, ça va aller très, très rapidement. Pour élaborer les stratégies des hypothèses de recherche, on s'inspire de quelques recherches qui sont liées directement ou indirectement au changement conceptuel. Je vais les décrire très, très rapidement. Une première recherche s'est intéressée au rôle au rôle du conflit cognitif. Qu'est-ce qui arrive quand on présente des informations qui entrent en contradiction avec les conceptions des participants? Dans une autre recherche, on a utilisé comme stratégie de faire subir en quelque sorte une espèce de changement cognitif, mais au niveau des erreurs de raisonnement logique. Les gens faisaient systématiquement des erreurs de raisonnement logique. On leur a appris à ne plus faire ces erreurs de logique-là, et on observe une différence dans l'activité cérébrale qui génère. Je n'ai pas le temps malheureusement d'en parler ici. D'autres recherches ont lieu sur le changement conceptuel spécifiquement. Et la stratégie qui est employée, c'est de comparer des novices et des experts. Donc, sans détailler les résultats, ces recherches sont fort intéressantes parce qu'ils laissent entendre que pour réaliser un changement conceptuel, il faut arriver à inhiber les conceptions inappropriées qu'on peut avoir, les réseaux neuronaux qui mènent à la formulation de réponses inappropriées. Et cette inhibition-là est complètement absente de la littérature de recherche sur le changement conceptuel. Il peut avoir des conséquences importantes sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences, d'où notre intérêt à étudier ce phénomène. Dans une recherche sur le changement conceptuel en chimie, on observe la même stratégie de comparer les novices et les experts. Et on observe des différences cérébrales notables, une reconfiguration. Chez les novices, on a davantage des régions occipitales et pariétales impliquées, tandis que chez les experts, davantage de régions frontales. Tout ça nous amène à formuler nos hypothèses de recherche. Donc, on combine 2 stratégies. Première stratégie, c'est de comparer les experts et les novices. Deuxième stratégie, c'est de faire subir aux gens dans l'appareil une espèce de conflit cognitif. C'est-à-dire que nos participants répondent de façon erronée à la tâche, systématiquement sans trop le savoir. On leur présente ensuite des réponses à cette tâche-là, ce qui les surprend. Et par la suite, ils essaient de répondre du mieux de façon erronée en connaissant les réponses. Et on s'attend à ce que, lorsqu'on va comparer le post-test et les pré-tests des novices, c'est-à-dire avant et après avoir réalisé un petit peu de conflit cognitif, on s'attend à ce que les novices activent davantage le cortex cingulaire antérieur, qui est une région située juste en dessous du cortex préfrontal, région qui serait reliée à la détection de conflits. Et la détection de conflits permettrait d'envoyer un signal au cerveau de la nécessité d'un meilleur contrôle cognitif, selon la théorie du machine. Donc, on s'attend au cortex cingulaire antérieur et cortex préfrontal, donc des fonctions cognitives de plus haut niveau, qui sont nécessaires après parce que l'élève doit arriver à inhiber ces processus spontanés qui mènent à la formulation des réponses inappropriées.
Deuxième stratégie, comparer les experts et les novices. Et on s'attend que les experts activent eux aussi davantage le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal, signe qu'il y aurait encore des conceptions qui seraient bien établies dans le cerveau, des conceptions inappropriées, des conceptions erronées, mais que ces experts-là, par un contrôle cognitif plus important, arrivent à contrôler ces mécanismes-là qui mènent à la formation des consciences. Et pour arriver à répondre à ces deux hypothèses, on élabore une tâche qui repose sur deux des conceptions les plus documentées et les plus courantes chez les individus. La croyance erronée que les objets plus lourds tombent plus rapidement. On présente des films, ici, que les balles tombent. Parfois, les balles tombent à la même vitesse, c'est ce qu'on appelle le film scientifique. Parfois, les balles plus grosses tombent plus rapidement, c'est ce qu'on appelle le film naïf. Les films contrôlent la petite balle qui touche le sol en premier. On s'attend à ce que les experts les répondent de la même façon que les tâches. Et les périodes de haut. On utilise également deuxième type de tâche, cette fois-ci en électricité, une conception erronée courante selon laquelle il est possible d'allumer une ampoule avec un seul fil. Encore une fois, on présente des fils scientifiques, mais des contrôles. Ici, on a ampoule et fil électrique, on ajoute une pile, certaines lumières s'allument, ça n'allume pas. Et dans tous les cas, l'individu doit dire est-ce que le film qui est présenté est correct ou incorrect. On présente le film, est-ce que c'est correct ou incorrect selon moi. Juste pour résumer, ce qu'ont fait les participants, c'est qu'on fait une séance de pratique pour indiquer les consignes, ils peuvent également se familiariser avec la tâche. On fait l'acquisition fonctionnelle en 3 temps. D'abord, un pré-test où on présente toute une série de films et les gens doivent répondre si c'est correct ou incorrect. 20 films scientifiques, 20 contrôles, 20 naïfs et 20 conditions de repos. Ensuite, il y a la série d'apprentissage qu'on peut qualifier de pseudo-conflit cognitif, où on va présenter les réponses dans chacune des catégories de stimuli. Et par la suite, on refait exactement la première étape. On demande aux gens de répondre à nouveau à cette tâche. Et finalement, une séquence anatomique qui permet d'obtenir des images détaillées du cerveau, séquence anatomique nécessaire à l'analyse des résultats. C'est un extrait de la tâche. C'est des balles qui tombent au sol. Parfois, la plus grande des balles qui touche le sol en premier, parfois la plus petite. Les gens doivent répondre systématiquement. On alterne de façon aléatoire les films scientifiques naïfs et contrôles. On alterne également de façon aléatoire électricité et mécanique. Quels sont les résultats attendus? Notre première hypothèse étant que les novices activent davantage le CCA et le cortex préfrontal. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour l'éducation pour l'enseignement? Ça pourrait vouloir dire que l'inhibition du contrôle cognitif jouerait un rôle dans les processus de changement conceptuel. Et notre deuxième hypothèse, qui est que les experts activent davantage le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal, ça a aussi des conséquences intéressantes. On est moins sûr de cette hypothèse. Si c'est vrai, ça pourrait vouloir dire que l'inhibition et le contrôle jouent un rôle tout le temps, constamment dans la formulation des réponses scientifiques. Il y a toujours nécessité de contrôler ces tendances spontanées à répondre de façon inappropriée. Par contre, si ce n'est pas vrai, si les experts n'activent pas davantage ces régions cérébrales-là, ça peut vouloir dire, non pas que l'inhibition et le contrôle ne sont pas en jeu, ça peut vouloir dire que peut-être l'inhibition et le contrôle jouent un rôle temporaire au départ, puis que les experts, à force de travailler avec ce type de problématique, ont développé beaucoup d'automatismes de réponse et qu'ils ont moins besoin de contrôle cognitif. Donc, présentement, on a presque terminé la collecte de ces données-là. Très hâte d'analyser les données pour voir si on va avoir des réactions intéressantes sur l'enseignement. Alors, l'étude d'avenir, comme je le disais, s'inscrit dans le sillage de cette recherche-là, mais en même temps, ça va nous permettre de mettre en lumière aussi toute une partie de recherche qu'on a fait avant en didactique sur le rôle du doute dans les apprentissages. Le doute étant perçu comme un élément de rapport au savoir. C'est une prédisposition qu'une personne peut avoir par rapport au savoir. On sait que le doute scientifique, c'est quelque chose d'important. On pense au sceptique, on pense à toute cette grande idée philosophique-là qu'il est important d'avoir le doute pour pouvoir faire des progrès en sciences. Alors nous, on
on a investigué ça. Je vais vous présenter quelques petits résultats qui ont été obtenus par le passé. Et puis, on va ajouter, si on veut, le niveau des activations cérébrales dans nos études. Alors, le titre, c'est Études neuroscientifiques du rôle du doute dans les apprentissages scientifiques qui nécessitent des changements conceptuels. Alors, tout ça s'inscrit toujours dans le cadre des théories sur le changement conceptuel. Alors, en éducation scientifique, on le sait, il y a beaucoup de recherches qui sont menées sur le changement conceptuel. En fait, il y a 25% des recherches sur l'éducation scientifique qui sont faites dans ce champ de recherche-là. C'est un champ de recherche très prolifique, très, très bien documenté. C'est quelque chose qui est bien développé. En même temps, il y a beaucoup de flou artistique, si on veut, dans ce champ de recherche-là. Mais on peut dire que la plupart des modèles qui ont été proposés de changement conceptuel visent évidemment à faire évoluer les conceptions des élèves, donc à partir des mythes scientifiques qu'ils entretiennent, à partir de leur préconception ou de leur conception naïve, on dit parfois. Ces conceptions-là, elles sont inappropriées, si on veut, du point de vue de la norme des programmes d'études. Elles sont inattendues du point de vue pédagogique. Des fois, on va dire qu'elles sont non scientifiques, de toutes sortes d'acceptions. Mais bon, nous, on va simplement parler des conceptions qui sont plus fréquentes que d'autres, dans ce qui nous laisse penser qu'il y a des processus cognitifs un peu plus fréquents que d'autres qui nous mènent à ça. Et donc, ce qu'on nous dit dans la plupart des modèles de changement conceptuel, c'est qu'il faut, à un moment ou à un autre, déclencher un conflit cognitif. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été quand même un peu contesté ces dernières années, mais la plupart des modèles nous disent quand même que pour commencer une reconstruction, si on veut, des concepts des élèves, il faut commencer par fragiliser ce qui était là. Et donc d'induire un conflit cognitif, par exemple en classe, avec une démonstration scientifique, avec un argumentaire, avec toutes sortes de façons de faire. Et donc cette question du conflit cognitif-là va exiger que c'est ça, qu'on fragilise les conceptions qui étaient déjà là, et donc d'une certaine façon qu'on induise un doute quant à leur valeur. Alors, les élèves, s'ils éprouvent un doute quant aux conceptions qu'ils entretiennent eux-mêmes, ça va les mettre dans une disposition particulière pour effectuer ou non un changement conceptuel. Alors, quelques autres éléments de contexte. Nous, le doute et la certitude, on a fait le rapprochement avec ce qui se fait en psychologie et en neurosciences sur ce qu'on appelle le feeling of knowing, ou le sentiment de connaître. Ce sont des outils qui ont été développés et qui nous permettent d'évaluer, si on veut, le degré de certitude qu'une personne entretient par rapport à un élément de connaissance. Peut-être une réponse qu'il propose, peut-être quelque chose qu'il aurait suggéré de l'extérieur, mais lorsqu'on évalue ce feeling of knowing-là, on peut le faire de toutes sortes de façons, il y a des échelles à 7 échelons, des échelles à 6 échelons, etc. On est en train d'évaluer le feeling of knowing. Et ça a été utilisé beaucoup en psychologie, notamment pour les recherches sur les biais de confirmation, sur les recherches sur la mémoire, ce genre de choses. Alors, on demande au sujet de nous dire est-ce qu'ils sont vraiment sûrs du souvenir qu'ils ont, par exemple. Il y a toutes sortes de problèmes aussi psychologiques qui ont été identifiés, de corrélation, si on veut, entre le savoir et le savoir qu'on sait. Il y a toutes sortes de réflexions aussi qui ont été développées sur la question de la conscience. Est-ce que le doute est vraiment issu de la conscience ou c'est quelque chose plutôt d'inconscient? Ça a été modélisé de toutes sortes de façons dans un certain nombre. En neurosciences, il y a quelques recherches qui ont été menées. Je vais commencer par Burton, qui lui a écrit un livre, qui est un expert en neuro, et qui lui propose toute une théorie, si on veut, du doute, et qui va insister beaucoup sur cette différence-là qui existe entre savoir et le savoir qu'on sait, et les rapports complexes qui peuvent être entretenus entre les deux. Lui, il dit « I'm sure is a mental sensation, not a testable conclusion ». Il parle de ça, lui, il y a aussi des recherches qui ont été menées par Schneider et Modirosta qui tentent d'identifier le siège du feeling of knowing dans le cerveau. C'est des études qui ont été faites sur des patients qui ont des lésions. Alors, et puis, c'est une drôle de méthodologie de Schneider. Ils ont identifié que le chevauchement, si vous voulez, des lésions de tous les patients impliqués qui présentaient une grande différence entre, si vous voulez, une grande lacune dans leur capacité à évaluer le degré de certitude de ce qu'ils ont, c'est quelque part dans le contexte préfrontal médian. Et il y a des recherches aussi qui ont été menées, mais très peu en didactique des sciences. Steve vous a parlé tout à l'heure de celle de Pugelsan et Dunbar, on a parlé de celle de Petito et Dunbar aussi, qui semble dire qu'il y a plus de ressources cognitives vers l'avant du cerveau qui sont investies lorsqu'on traite des hypothèses plausibles que lorsqu'on traite d'hypothèses qui ne sont pas plausibles. Alors, ça, c'est un peu le contexte actuellement en neurosciences. Il y a quelques autres études qui ont été produites sur le feeling of knowing, mais elles ne sont pas légion. J'en ai répertorié à peu près 8. Mais en psychologie, il y en a quand même beaucoup plus. En éducation, on a utilisé aussi le feeling of knowing dans des travaux sur l'évaluation. On essaie de responsabiliser les élèves par rapport aux connaissances qu'ils ont seulement à moitié. Par exemple, dans les tests,
pose des questions aux élèves et puis on leur dit dis-moi si cette réponse-là est la bonne. Puis là, ils peuvent répondre, ils peuvent proposer une réponse. Mais jamais on leur demande es-tu vraiment certain de la réponse. Donc, ça a été utilisé comme pour les responsabiliser par rapport à l'évaluation, puis obtenir d'autres façons d'évaluer sélectivement la science. Et puis en éducation scientifique, il y a quelques trucs qui ont été faits aussi. Il y a quelques outils par Lee Cronenberg qui ont été développés. Il y a Hassan et Bagayoko qui ont été les premiers à suggérer que les réponses qui étaient surestimées correspondaient aux conceptions. Des réponses qui correspondent à des conceptions qui sont prises par les élèves et pour lesquelles ils expriment quand même un haut degré de certitude. Et il y a d'autres recherches par Maranomoto et Letinen qui ont été menées sur la capacité des élèves à répondre correctement après un traitement pédagogique à un certain nombre de réponses et à évaluer évidemment la valeur, si vous voulez, de vérité à niveau des certitudes de ces réponses-là. Ici, ce qui est intéressant comme résultat, c'est qu'on s'est rendu compte que la plupart des élèves étaient quand même très lucides quant à la valeur des questions et des réponses qu'ils proposaient, sauf les plus forts. Les plus forts d'entre eux sont peut-être parmi les moins lucides. C'est ceux qui doutent le plus de la valeur de leur réponse, même parfois plus que les élèves qui performent le moins. C'est un peu surprenant comme résultat, mais disons, on part de ça. Et donc, si vous voulez, là, savoir, ce n'est pas tout à fait la même chose que savoir qu'on sait. Ces deux-là entretiennent des rapports qui sont quand même assez complexes. Et le feeling of knowing lui-même peut être considéré comme un élément de rapport au savoir intéressant qui va nous permettre d'investiguer cette question-là de l'effet du doute, si vous voulez, sur l'apprentissage. Nos travaux, à nous, nous ont mené à développer un certain nombre de catégories de réponses qui sont en fait très très simples. Pour chaque réponse produite par les élèves, on leur demande est-ce que tu es certain ou est-ce que tu as un doute. On peut leur demander aussi est-ce que tu n'as aucune idée de la réponse. Auquel cas, ils aboutissent dans la catégorie je ne sais pas. Mais si ils sont certains et qu'ils ont tort, on va dire qu'ils sont dans les réponses surestimées. S'ils sont certains et qu'ils ont raison, ils sont dans la certitude légitime. Ils peuvent aussi sous-estimer des réponses et trouver un doute légitime. Un doute légitime, ce serait quoi? Ce serait, je propose une réponse, mais je ne suis absolument pas sûr de ce qu'elle vaut, mais effectivement, on a raison d'avoir ce doute-là. Donc, ça nous donne une petite catégorisation assez simple qui va nous permettre d'étudier les migrations, si vous voulez, de chacune des réponses d'une catégorie à l'autre. Ça nous a donné des schémas comme ça qu'on a déjà publiés. C'est un article qui est accepté, qui va être publié durant l'été. Alors, on a les 4 catégories qui sont là, puis on a par des flèches les migrations typiques. Un des résultats intéressants, je pense, c'est que dans toutes les conditions qu'on a testées, les élèves qui partent du doute légitime, la plupart du temps, pour se rendre, si vous voulez, à la certitude légitime, vont préférer passer par la surestimation que par la sous-estimation. C'est un chemin qui semble être tracé de cette manière-là, qui est beaucoup plus fort que l'autre. Donc, il semble que pour la plupart des élèves, c'est beaucoup plus c'est préférable pour eux de surestimer leur connaissance que de les sous-estimer. Ça, c'est le résultat d'une autre recherche où on a comparé, si vous voulez, le rôle de cette prédisposition-là sur un certain nombre d'élèves. Et ici, vous avez le doute exprimé par chacun des élèves et puis leur score. Mais lorsqu'on compare deux traitements pédagogiques différents, ici, vous auriez la situation, si vous voulez, le déplacement des élèves, s'ils passent d'une méthode un peu plus traditionnelle d'enseignement à une méthode un peu plus par la découverte. À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre de nos élèves, qui s'inscrivent dans l'une ou l'autre de ces catégories-là, dans une ou l'autre de ces cases-là, lorsqu'on fait ce changement-là? On remarque que les élèves qui doutent le plus sont ceux qui bénéficient le moins de ça. Sont ceux dont le score va descendre le plus fort. Et puis, on peut remarquer qu'il y a peut-être à peu près les 2 tiers des élèves qui sont susceptibles de pouvoir bénéficier cependant d'un apprentissage par la découverte. Remarquez que le déplacement se fait toujours vers la droite, à peu près de toutes les flèches, sauf peut-être pour ces 2 catégories d'élèves-là. Ça veut dire que lorsqu'on passe d'un apprentissage, si vous voulez, qui est plus traditionnel à un apprentissage par la découverte, le doute augmente. Le doute augmente en général. Et que, bon, effectivement, c'est ceux qui partaient avec le plus de doutes qui sont les moins qui bénéficient de ça. Donc, ça nous donne, si vous voulez, un portrait très, très général des recherches qui ont été menées en laboratoire, au laboratoire qui s'appelle le LabCamp, situé au Centre des sciences. On recevait des cohortes d'élèves-là, on les testait, on les pré-testait, on les post-testait. À chaque fois, pour chaque réponse produite, on leur demandait de dire quel était leur indice de certitude. Soit je suis certain de ma réponse, ou j'ai un doute. On a 1800 sujets comme ça qui ont passé dans la machine. Et donc, on peut partir de ces données-là pour essayer de voir ce qui se passe à un autre niveau. Donc, l'objectif de la recherche, cette fois-là, c'est d'amener cette idée-là du doute en sciences et de ses effets sur l'apprentissage dans différents contextes, de l'amener comme ça, d'amener ça dans un autre niveau d'analyse qui est celui des mécanismes cérébraux. Donc, on voulait identifier les mécanismes cérébraux impliqués dans la résolution de tâches scientifiques associées avec le sentiment de paramètres. Donc, en gros, on va leur faire des tâches en sciences qui sont réfutées être associées à des conceptions fréquentes.
on va demander aux élèves de produire une réponse et dans un deuxième temps, on va leur représenter les réponses qu'ils ont fournies et on va leur demander d'exprimer un doute ou une certitude quant à cette réponse-là qu'ils ont fournie. En gros, évidemment, il va y avoir une étape de conception des tâches. On compte utiliser les tests conceptuels standards qui existent, il y en a beaucoup, dont le Force Supplementary, dont un autre qui est en chimie, là, chaque fois, c'est California Chemistry, quelque chose de test, je ne me souviens plus lequel. Mais bon, il y a des tests très bien validés qui ont été développés pour diagnostiquer les conceptions d'élèves. On peut partir de ça et on veut utiliser aussi l'infrastructure de la MECAS, qui est un laboratoire qu'on a, constitué de 35 ordinateurs portables. On a été placé dans le milieu d'expérimentation à 4 ou 5 reprises pour valider les tâches. On veut 24 sujets, c'est peut-être un peu ambitieux, mais on a assez de financement apparemment pour le faire. Évidemment, le CRSH ne nous a pas donné tout l'argent qu'on a demandé, ça fait des petits amendements qui vont faire pour le route. Mais c'est une expérience qu'on veut faire aussi dans l'appareil de résonance magnétique, parce que c'est le seul qui nous permet d'atteindre les niveaux les plus profonds du cerveau, et notamment de voir l'activation du cortex singulaire antérieur. Le CXT est intéressé par ça, et nous aussi, hein, parce que lorsqu'on détecte une erreur, c'est peut-être un conflit cognitif. Et on va développer des tâches, c'est ça qui consiste à dire si les situations présentées sont correctes ou incorrectes, un peu comme ce que Steve proposait tout à l'heure. Quand on voit l'image du temps, on nous dit est-ce que cette situation-là est correcte ou incorrecte, c'est plus facile à répéter. Puis on représente au sujet les réponses qu'ils ont données précédemment et on leur demande de choisir. Je suis certain ou j'ai un doute. Cette fois-là, on ne va pas leur donner la possibilité de se soustraire en disant non, oui, nous voulons les contraindre dans l'une ou l'autre des catégories. Alors ça va nous donner comme ça 4 catégories. D'accord, simplement. Les bonnes, les mauvaises, les certitudes, les doutes. Remarquez que ce ne sont pas les sujets qu'on va examiner, ce sont les réponses. On ne peut pas mêler toute la question de la confiance en soi à ça. Hein? On voit le doute comme étant un événement ponctuel qui se produit à un moment particulier. Et donc, on va additionner tous ces moments-là, si vous voulez, dans l'équation. Et on va ensuite faire les contrastes, tous les contrastes possibles et imaginables qu'on peut imaginer avec ce genre de configuration-là. Des contrastes entre les réponses certaines et les réponses doutées, entre les bonnes et les mauvaises. Par exemple, ce contraste-là entre les bonnes et les mauvaises va nous permettre de vérifier la même chose que Steve a vérifié dans son hypothèse 1. C'est-à-dire, est-ce que le cortex singulaire antérieur est activé de la même façon, ce qui laisse entendre que l'inhibition y est pour quelque chose. Hein, parce que même s'il est activé, ce cortex singulaire antérieur-là, les experts donnent quand même la bonne réponse. Il y a des différences aussi entre certitude et doute, hein, pour vérifier certaines des hypothèses qui ont été formulées précédemment par Fugelsang et Dunbar sur cette idée-là que la certitude elle-même, attendez, pourquoi je me trompe là, que la certitude correspond, c'est ça, aux hypothèses qui sont plus plausibles. Et ici, peut-être aux hypothèses qui sont un peu moins plausibles, on va essayer de retrouver les mêmes activations. Donc, j'ai les hypothèses ici, j'en ai parlé un petit peu, là, mais vous imaginez qu'on va faire tous les contrastes possibles. Si vous en voulez le détail, je